Donc, dans cette troisième capsule de la série sur la postmodernité, on va plonger dans le monde moderne. Monde moderne, on parle des années plus ou moins 1500 jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, donc 1950, plus ou moins. Encore là, c'est flou, ces années-là. Mais comprenons quel est ce monde moderne. Pourquoi on l'appelle comme ça? Et qu'est-ce qui le décrit? Qu'est-ce qui le devance? Et qu'est-ce qui le suit? Donc, on a déjà vu dans les capsules précédentes qu'aujourd'hui, on est dans une période de l'histoire qu'on appelle post-moderne, et on a vu déjà que ça voulait dire après le moderne, dans le sens de qui suit, mais aussi dans le sens qui rejette le moderne. Donc, pour comprendre le postmodernisme, ou disons plutôt le monde postmoderne, qui rejette le moderne, bien, il faudrait comprendre ce qu'il rejette finalement. Il rejette le monde moderne. Donc, c'est pourquoi je trouve intéressant de se questionner sur qu'est-ce qu'est le monde moderne, qu'est-ce qu'il a promis, puis qu'est-ce qu'il n'a pas livré comme marchandise pour que le monde des postmodernes le rejette. Et s'il y a le monde moderne qui le devance, le monde moderne était devancé par une autre période que pour les besoins de cette série, on va appeler le monde pré-moderne. Donc, les gens du monde pré-moderne, avant les années 1500, décrivons-les rapidement là, comme un monde assez statique. C'est un monde qui ne bouge pas. C'est un monde qui n'est pas dans une dimension progressiste, donc qui ne sent pas que le temps passe tout à fait, que le temps passe au sens qu'il évolue. Donc, on utilise les mêmes outils depuis des millénaires. On vit de la même façon depuis des millénaires. On se transporte à chevaux depuis des millénaires. Et donc, on est à peu près dans le même genre d'univers toujours. Quelques innovations ici et là, mais très, très peu de changements significatifs. Les prémodernes, eux, s'intéressent, une des valeurs sûres pour eux, c'est le passé. Donc, les prémodernes s'attachent aux penseurs de l'Antiquité. Les penseurs grecs, les penseurs romains font partie des grands personnages. Et les héros dont on s'inspire, c'est toujours des personnages du passé. Pourquoi? Parce que pour les prémodernes, l'avenir, c'est pas quelque chose qu'on imagine beaucoup. On rêve pas à l'avenir. L'avenir, c'est quelque chose de flou. C'est le passé qui est sûr. Hein? Donc, tout ça a changé. Et on doit dire, pour les besoins de ce qu'on va voir un peu plus loin, que c'est dans le monde pré-moderne qu'on se donne une interprétation de la cosmologie, c'est-à-dire comment l'univers, ou comment tout ça, ça fonctionne. Évidemment, avant les années 1500, on ne comprend pas très bien l'univers. On n'a pas d'instruments qui permettent de mesurer, d'observer l'univers. Et on s'en tient à la thèse d'Aristote, généralement, croyant que le monde est statique, l'univers est statique, et au milieu duquel il y aurait les êtres humains sur la Terre. Donc, c'est pas une invention, c'est pas une idée qui est biblique. Ça ne venait pas des Hébreux en tant que tel, ça venait des Grecs. Et Claude Ptolémée, un autre Grec, mais ayant vécu longtemps après Aristote, vers le 2e siècle après Jésus-Christ, lui, il n'est pas un croyant, c'est un Grec. Lui a réaffirmé la thèse d'Aristote. Et on croit que la Terre est le centre de l'univers. On appelle ça le géocentrisme. Et donc, on pourrait dire que tous les gens qui vivent avant les années 1500 restent attachés à la notion du géocentrisme. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je tenais à affirmer ça maintenant. Donc, les années 1500 marquent le début, ou à peu près, d'une période extrêmement importante, siècle majeur dans l'histoire de l'humanité, même si on ne réalise pas à quel point il est important, c'est que c'est dans ce siècle-là que débute un virage majeur pour l'histoire de l'humanité entière. C'est-à-dire que c'est le siècle qui fait passer le monde d'un monde statique qui ne bouge pas, qui n'avance pas, qui ne progresse pas, et qui vient changer, si on veut, qui vient placer un nouveau paradigme, celui du progrès, qui est vraiment une idée qui s'installe à partir de ce moment-là. Donc, si on pourrait dire des prémodernes, un monde sans progrès, ou, disons-le comme ça, où on n'a pas cette idée que le monde progresse, et on passe tout à coup dans un monde qui progresse.
Donc, ça change mentalement une image très importante dans l'esprit des gens, là. Si les prémodernes mettaient leur espoir dans le passé, si leurs héros sont des gens du passé, pour les modernes, les gens du passé cessent d'être des héros. Et ce qui devient de plus en plus intéressant, c'est le futur, que les prémodernes ignoraient. Mais les modernes, eux autres, aiment le futur parce que dès qu'on impose une idée que le monde progresse, bien, progrès veut dire demain, ça ira mieux, puis après-demain, encore mieux, puis dans un siècle, encore mieux, puis dans 2 siècles, encore mieux. Donc, ça devient comme une espèce de nouvelle idole. Le futur nous garantit quelque chose de mieux alors que le passé nous semble plus barbare. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si je vous dis que les mentalités ont commencé à changer, il a bien fallu que quelque chose se produise pour que les changements, pour que les idées se mettent à changer. Donc, une des premières grandes inventions, c'est celle de l'imprimerie par Gutenberg en 1450-1452, donc avant les années 1500. Pourquoi cette invention est si importante? Eh bien, c'est parce qu'elle multiplie par beaucoup de fois la capacité de produire des objets littéraires, des livres. Donc avant Gutenberg, lorsqu'on voulait recopier une Bible, par exemple, dans un monastère par une main, donc de façon manuscrite, on prenait 3 ans environ pour produire une Bible parfaite, si on veut, parfaitement recopiée, je dirais. Gutenberg, lui, en 3 ans, à lui seul, pouvait en compléter 180. Donc, vous pourriez penser que ce n'est pas beaucoup comme amélioration, mais c'est quand même de multiplier l'efficacité par 180. Ce que ça fait, c'est que 180 fois plus de personnes auront accès à des ouvrages, à du savoir. Et si on invente d'autres imprimeries, plus on en invente, plus on multiplie la capacité de produire du matériel littéraire, de le diffuser, pas seulement la Bible, mais tous les autres sortes de savoirs, que ce soit des savoirs scientifiques pour ce qu'on en savait à l'époque, mais des savoirs philosophiques, des savoirs d'instruction générale, peu importe ce que c'est, tout ça s'est multiplié par des centaines de fois et a donné accès aux Européens à un savoir qu'ils n'avaient pas avant. Donc, c'est le monde de l'instruction qui vient d'être touché, c'est le monde de l'éducation. Et ça induit l'Europe, les Européens, dans une dimension de progrès qu'ils n'avaient pas avant. Après Gutenberg arrive une seconde affaire, un événement qui, lui, est différent, mais qui va avoir un impact majeur également sur les Européens. C'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Et évidemment, pour nous, ça paraît un peu banal pour ce qu'on en sait aujourd'hui, mais à l'époque, découvrir que des humains vivent ailleurs sur Terre, complètement semblables à nous, sinon ils vont se vêtir différemment, ils vont parler des langues différentes, mais qui sont tout à fait raisonnables et intelligents, autant que les Européens pouvaient l'être. Ça, c'était quand même une énorme surprise. Mais quel est l'impact de la découverte de Christophe Colomb? C'est pas seulement de découvrir des nouveaux territoires puis de vouloir les occuper, parce que finalement, c'est ce que les Européens ont fait, et malheureusement, de façon sanglante. Malheureusement, mais qu'est-ce que ça amène de nouveau? C'est la dimension de la connaissance géographique de la planète. Donc, les Européens se mettent à explorer le monde à partir de ce moment-là. Donc, il se passe quelque chose ailleurs. On ne réalise pas à quel point, pour les gens de cette époque-là, il y a quelque chose de merveilleux, de grandiose dans ça. Des expéditions en bateau partent de plus en plus, d'un peu partout en Europe. Puis on veut découvrir d'autres mondes, d'autres pays, d'autres continents, d'autres sortes de mondes. C'est comprendre. Donc, on pourrait dire que sur le plan psychologique, c'est l'homme qui découvre son univers, sa planète. Et ça, c'est relativement nouveau pour les Européens. Donc, cela additionné à l'invention de l'imprimerie, ça commence à faire des changements assez importants. Et va s'additionner à ces 2 premiers grands changements-là, la découverte de l'héliocentrisme. Bon, découverte, si on veut le dire, évidemment, ce sont des découvertes qu'à l'époque ne sont pas claires, ce n'est que des hypothèses. Mais Nicolas Copernic, en 1508, lui,
va commencer à travailler sur la rédaction d'un document, un livre qu'il va publier longtemps plus tard, un peu avant sa mort. Donc, lui va soutenir que la Terre n'est pas le centre de l'univers. Je vous disais un peu plus tôt dans cette émission que c'est révolutionnaire de dire une chose pareille, puisque avant lui, tous adhèrent à l'hypothèse de Ptolémée, finalement. C'est de lui dont on tenait jusqu'à maintenant l'hypothèse la plus sérieuse pour expliquer notre existence, notre positionnement dans l'univers qu'on comprenait mal, qu'on voyait de façon statique. Mais non, lui va soutenir que ce n'est pas la Terre, mais bien le Soleil qui serait au cœur, au centre de l'univers, ce qui était en soi une erreur aussi, mais quand même, une erreur qui faisait quand même... qui mettait quand même de la lumière sur une vérité nouvelle, puisque effectivement la Terre, le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, c'est bien le contraire. Donc, on passe du géocentrisme à l'héliocentrisme. Donc, la thèse qui avait été soutenue par Ptolémée vers l'an 100 après Jésus-Christ ou dans cette période-là, il y avait Aristote, il y avait Ptolémée, il y en avait d'autres. Donc, c'était très important. Ce qui est important de savoir, c'est que cette thèse-là du géocentrisme n'était pas soutenue par la Bible, mais était défendue par l'Église catholique. Certains, à tort aujourd'hui, vont dire que l'Église se trompait puis que l'Église était non scientifique de croire une pareille chose. Mais c'est tout à fait idiot de dire une chose comme ça, puisqu'on ne peut pas juger les croyances des gens dans les siècles précédents, sous-entendu que la matrice idéologique dans laquelle ils était dominante. Donc, les chrétiens n'avaient pas inventé cette thèse-là, donc ils ne la défendaient pas parce qu'ils croyaient qu'elle venait de leur foi nécessairement, bien que certains trouvaient des passages bibliques pour l'appuyer. Mais le fond de la raison pour laquelle on y croyait tant, c'est parce qu'on n'avait rien de mieux à dire sur cette question-là. Les thèses de Ptolémée étaient quand même mathématiquement assez bien conçues. Donc, il y avait des questions que Ptolémée proposait. On ne trouvait pas toujours les réponses pour expliquer les problématiques que posaient ces équations, sauf que pour tous ceux qui réfléchissaient sur cette question-là, on ne trouvait pas mieux. Donc, on doit comprendre ceci, c'est que si les gens qui vivent dans le monde prémoderne assument avoir confiance dans les écrivains du passé, bien, vous comprenez pourquoi ils restaient très attachés à la thèse d'Aristote et Ptolémée sur le géocentrisme. Donc, quand Copernic arrive avec sa thèse à lui et qu'il remet en question une idée du passé, là, on entre dans le monde moderne. De plein pied, là. De plein pied parce que là, on renonce à quelque chose, à une théorie qui était quand même solidement établie, et là, on l'oppose à quelque chose qu'on ne peut pas comprendre maintenant, mais il va falloir du futur, il va falloir du progrès. C'est un peu ce que Copernic voit, puis Galilée un peu plus tard aussi. On n'a pas les équations complètes du temps de Copernic, ni même de Galilée, pour être capable d'expliquer l'intuition qu'on a que la Terre ne serait pas au cœur de l'univers. Donc, cet événement-là déclenche quelque chose d'extrêmement important et fait partie des événements majeurs du 15 et 16e siècle qui vont modifier la façon de l'homme occidental de réfléchir à son monde à lui. Donc, on va poursuivre lors de la prochaine capsule sur cette même idée.